Bonsoir à tous et à toutes. Le meilleur moyen de se déplacer à Stockholm, c'est bien souvent le bateau, c'est en même temps le plus agréable. Toute l'équipe de Téléfoot est en Suède, l'Euro 92 c'est pratiquement parti. L'équipe de France est arrivée hier directement en provenance de Lille après son très beau match nul à Lens, un but partout avec les tenants du titre, les Pays-Bas. Nous allons rejoindre cette équipe de France avec Michel Platini. Elle se trouve sur l'île de Lidingö, non loin du centre de Stockholm. Et là, nous attendent Thierry Roland, Jean-Michel Larquet et Frédéric Jaillant. Sur les pelouses de l'hôtel qu'a choisi l'équipe de France, l'hôtel Ronneberga, en compagnie de Michel Platini et du président Fournet-Fayard. La place de Roger Zabel est vide, mais le temps qu'il descende de son bateau, il ne va pas tarder à nous rejoindre. Vous avez trouvé, Michel Platini, la Suède telle qu'on la voit sur les brochures, la Suède des cartes postales pour ces 3 derniers jours avant ce match Suède-France le plus important. Vous savez, on est dans une situation, on ne regarde même pas le temps comme il est, on ne regarde même pas le paysage, on prépare le match, on prépare les matchs. Mais c'est vrai qu'on a été surpris aussi par la chaleur. C'est bien. Est-ce que vous vous attendiez à trouver un public aussi gentil, aussi près de vous que ce public suédois pour ces derniers jours de préparation? Le public de Lens est formidable avec son équipe. Il a toujours poussé. Il a été formidable avec la nôtre. Il nous a poussé aussi. Puis je crois qu'on a essayé de lui rendre un maximum de satisfaction. Nous avons fait un bon match, un très bon match, même je dirais, contre une équipe vraiment très forte. Et on a fait match nul contre les Pays-Bas, on a gagné il y a 3 ans contre l'Allemagne. Donc je crois que nous sommes une équipe où il est important d'avoir des grands rendez-vous. Président Fournet-Fayard, vous avez l'impression, vous avez rejoint votre équipe de France, vous avez l'impression que l'équipe de France est dans les temps pour ce grand début? Ouais, c'est un peu le sentiment qu'on a. Michel vient de parler du match contre les Pays-Bas. C'est vrai qu'il y avait une très nette amélioration par rapport au match disputé en Suisse. Et pour autant que je puisse constater, eh bien, les troupes paraissent en bon état. Puis je crois que le cadre ici va leur permettre de se reposer, de récupérer et puis de se motiver. Et d'accumuler de l'influx pour ce Suède-France. Oui, bien sûr. Suède-France, d'ailleurs, qui fait beaucoup parler en Suède. Alors les joueurs ont eu la gentillesse de venir au rendez-vous de ce dernier téléfoot avant l'Euro 92. Il y a Papin, Deschamps, Boly, Pérez, Blanc qui sont autour de Frédéric Jaillant. Derrière moi, Eric Cantona, il y a Manu Amoros, Luis Fernandez, Bernard Casoni. Il y a également Fabrice Diver, Sylvestre, Coquart sont avec Petit. Bref, ils sont tous là, Laurent Blanc, Pascal Vairua, Franck Sauzet. Ils sont à des tables différentes, nous allons les retrouver, mais en attendant, nous allons revoir en compagnie de Philippe Huy ce France-Pays-Bas. C'était à Lens, c'était avant-hier. Heureux les cadets qui ont eu la joie de jouer à Lens vendredi soir en levée de rideau du match France-Pays-Bas. Ils avaient Papin, Angloma ou encore Van Basten comme supporters. Les jeunes du centre-ouest s'en souviendront, Michel Platini leur a remis la coupe et Ruud Gullit leur a tiré le portrait. Gullit est décontracté, il ne joue pas, Rijkaard non plus. Ils sont dans le Nord en touriste. Michel Platini compatit au malheur de Rinus Michels. Les Français, eux, prennent ce match au sérieux. Les Néerlandais sont tout de même champions d'Europe en titre. Et comme souvent, Félix Bollaert est plein. Premier moment chaud de la rencontre, 2e minute, coup franc de Koeman, en force comme toujours, Martini repousse, tête de Bergkamp, avertissement sans frais, au moins quand Koeman joue, on sait qu'il faut éviter ce genre de situation, c'est comme ça qu'il a donné la Coupe des Champions à Barcelone. 4e minute maintenant, action française cette fois, Vairua sur le côté gauche, centre, Van Breukelen est levé, tête de Cantona, mais finalement c'est Wouters qui sauve en catastrophe. 4 minutes, 2 actions chaudes. C'est parti très fort entre les 2 derniers champions d'Europe. 11e minute maintenant, Laurent Blanc. 30e but de Jean-Pierre Papin depuis qu'il joue en sélection. Bonne reprise pour Jean-Pierre Papin qui n'avait pas rejoué depuis 1 mois et demi. 11 minutes, cela lui a suffi pour retrouver le chemin du but. Bon tir, juste sous le ventre de Van Breukelen. Et puis, au départ, il y a aussi une tête bien dosée et très astucieuse de Cantona. Papin, lui, comme toujours, a le geste juste.
Nouvelle action pour les Français. Papin très replié. Il cherche Cantona, mais interception de Roy pour Van Basten. Van Basten en position d'ailier gauche. Il a face à lui Laurent Blanc. Il réussit à éviter Laurent Blanc. Petit centre en retrait et finalement Roy réussit à tromper Bruno Martini. Égalisation donc après 17 minutes de jeu. Brian Roy marque ce but sur une superbe action encore de Marco Van Basten. Il a glissé au moment de sa frappe, Roy, mais cela a été suffisant pour prendre Bruno Martini à contre-pied. 1-1 donc après 17 minutes de jeu. Remarquable match, 2 buts donc et beaucoup d'occasions. Là encore, une relance de Petit contré. Le ballon pour Van Basten. Van Basten face à Casoni, mais interception de Laurent Blanc. Ça part très vite. Laurent Blanc demande du soutien. Il le trouve avec Didier Deschamps. Deschamps au milieu du terrain pour Sauzé à 40 mètres. Sauzé avance, tire de 30 mètres de peu à côté des buts de Van Breukelen. Une occasion encore pour les Français. Elles seront nombreuses au cours de cette première période, d'un côté comme de l'autre. Cette fois-ci pour les Néerlandais avec Koeman, Witschge sur le côté gauche. Encore Brian Roy, c'est superbe ce qu'il vient de faire, un long centre, reprise de Van Schip à côté des buts de Martini. Là encore, il s'en est fallu de très peu que les Néerlandais marquent un deuxième but. C'était superbe, surtout cette action de Roy qui a été la grande révélation de cette rencontre. 2 minutes plus tard, nouvelle accélération des joueurs de Rinus Michels, centre de Van Schip. Tête de Van Basten en retrait, reprise de Witschge à côté des buts de Martini. Witschge s'en veut, l'ancien stéphanois. Van Basten lui pense qu'il retrouvera bien une occasion d'ici la fin de la rencontre. Enfin, dernière action de la première période, longue balle de Sauzé pour Cantona. Cantona à la lutte avec Koeman, c'est Cantona le plus rapide. Malheureusement pour lui, il a été contré par Van Breukelen, le gardien des Pays-Bas. Cantona, le temps qu'il se relève, il a choisi de regarder la fin de l'action depuis le derrière des buts. Tir de Sauzé, apparemment ce n'est pas passé très loin. Sauzé se tient la tête et effectivement sur le ralenti, on le voit, il s'en est fallu de quelques centimètres que les Français ne marquent un deuxième but. 1-1 donc à la mi-temps. La deuxième période redémarre comme la première avait commencé, c'est-à-dire par une action sérieuse des Néerlandais. Et là, il a fallu un sauvetage devant Winter. Michel Platini n'aura pratiquement plus à trembler. Toutes les actions dangereuses seront maintenant françaises. Vailleroy dans les bras de Van Breukelen. Dommage car derrière, il y avait Papin qui réclamait ce ballon. Nouvelle action pour Van Schip qui essaie d'éviter la sortie du ballon et c'est Vailleroy qui récupère ce ballon. Duel homérique entre Vailleroy et Van Aerle. Van Aerle tombe, l'arbitre ne siffle pas. Centre de Vailleroy, reprise de Deschamps malheureusement à côté et légèrement au-dessus. Didier Deschamps pas content, il aurait bien aimé marquer le but de la victoire. Et Didier Deschamps, on va le retrouver sur l'action suivante, la plus dangereuse pour les Français de cette deuxième période. C'est lui qui a donné pour Angloma. Centre d'Angloma contré, tête de Cantona. Le ballon est passé à côté. Superbe occasion des Français. Jean-Pierre Papin relève Cantona. Angloma, lui, a choisi de centrer ce ballon alors qu'il était dans un face-à-face avec le gardien Van Breukelen. Il a choisi de centrer et finalement c'est du bout du pied que Van Breukelen a sorti ce ballon. Superbe audace là de Cantona, tête de 20 mètres qui passe de très peu à côté des buts néerlandais. 1 heure de jeu, Michel Platini a décidé de faire sortir Jean-Pierre Papin, Franck Sauzé et Jocelyn Angloma, rentrée donc de Luis Fernandez, Fabrice Divert et Jean-Philippe Durand. Le temps que tout le monde prenne sa position, les Hollandais se créent tout de même une petite occasion avec ce tir de Wouters, bien arrêté par Bruno Martini. En fait, il n'y aura plus de frayeur jusqu'à la fin de la rencontre. Jean-Pierre Papin en profite même pour signer un autographe. Et puis, la dernière action de la rencontre avec Pérez.
Eric Cantona. En retrait pour Manuel Amoros. Tir de Manuel Amoros de 25 mètres et arrêt de Van Breukelen. Rinus Michels veut entendre le coup de sifflet final de l'arbitre monsieur Weber. 1-1 donc entre la France et les Pays-Bas. Basile Boli et Jean-Pierre Papin, le régional de l'étape, sont allés remercier le public lensois. Michel Platini, lui, était heureux. Vous n'avez pas trop de pression sur vous? Non, moi je joue pas. J'en avais en 84. Mais les joueurs, ils sont bien, ils vont essayer de faire le maximum. Ça, on le sait. Donc c'est important, quand vous avez une équipe qui a du cœur, qui a envie de faire des résultats, c'est toujours intéressant pour un sélectionneur. Mais les sélectionneurs, ils jouent toujours pas. Et avant, on était les champions du monde. Enfin, les Français étaient les champions du monde des matchs amicaux. Nous, pas vous. Oui, non, oui. Ceux qui jouaient, pas ceux qui jouaient. Ils étaient les champions du monde des matchs amicaux. Maintenant, on s'aperçoit que c'est plutôt dans les compétitions, quand les matchs deviennent faire un sérieux. match contre la Hollande dans les conditions comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, les Hollandais sont quand même champions d'Europe. Ils ont 25 000 ballons d'or chez eux. Nous, on a un. Bon, donc c'est pas mal, c'est pas mal. La suite, cela a été une nuit plutôt courte à Lille. Et l'embarquement pour la Suède sous un ciel gris et une température plutôt fraîche. Petite surprise, 2 heures plus tard, à l'arrivée à Stockholm, c'était le grand beau temps. Reste maintenant au tricolore à réussir aussi bien que les Copa et autres fontaines ne l'avaient fait il y a quelques 34 ans déjà. Les joueurs de l'équipe de France ont souri à l'énoncé des noms de leurs glorieux anciens. Michel Platini, un match comme celui que l'équipe de France a livré contre les Pays-Bas, ça doit quand même mettre sacrément en confiance à la veille d'une grande compétition. Je ne sais pas si ça met en confiance, mais il est important pour nous de retrouver toute notre vertu physique, technique et tactique. Et le match contre la Hollande a prouvé qu'on était bienvenus. On savait, enfin surtout Gérard Rouillet nous avait prévenu que le match contre la Suisse, on aurait des grosses difficultés. Nous n'avons pas préparé du tout ce match-là. Nous voulions arriver en forme justement pour le 10 juin. Et le match de la Hollande a prouvé que le travail qui a été fait en stage permettait aux joueurs de revenir dans les meilleures conditions physiques. Et vous savez que ce sont nos vertus principales actuellement, plus bien sûr l'opportunité de marquer beaucoup de buts. Et quand on arrive ici dans le cadre de cet hôtel en Suède, les derniers jours servent à la récupération ou il faut encore améliorer le potentiel physique? Non, on en a beaucoup travaillé ces derniers temps. On a fait la dernière séance un peu difficile ce matin. Maintenant, on est dans la compétition, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas participer à la fête qui s'appelle l'Euro 92. Les joueurs vont jouer les matchs pour que ça soit une belle fête pour tout le monde. Mais c'est-à-dire jouer, éventuellement gagner. Et si on veut gagner, ben, il faut penser à se reposer, à dormir, à s'entraîner, à récupérer, à dormir. On n'a que ça à faire ici de toute façon. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir, les joueurs, je leur empêche. Vous avez rejoint le groupe France avec un nouveau titre de champion d'Angleterre. Déjà contre l'Islande au Parc des Princes, vous étiez éclaté et c'est une performance que vous avez rééditée contre les Néerlandais. On est là pour être le meilleur possible. En Angleterre ou ici, je fais toujours de mon mieux. Et quand ça va, ça va. Et quand ça va moins bien, on essaie d'être meilleur le prochain coup. Alors avant cet Euro 92, si vous aviez un souhait, un rêve qui pourrait devenir réalité, quel serait-il? Un grand France-Angleterre en finale. Et la France est vainqueur. Manu, lorsque vous êtes arrivé sur le terrain pour fêter votre 79e sélection contre les Pays-Bas, vous êtes comporté comme un petit genou, comme si vous aviez votre première cape. Disons que ça faisait un mois que je n'avais pas joué. J'avais repris l'entraînement 2 semaines auparavant, donc c'était normal que je me batte et il fallait se défoncer avant un match important. Alors, avant cet Euro 92, 79 caps, sans doute davantage à la fin. Si le sélectionneur vous fait confiance, jusqu'où et jusqu'à quand votre carrière internationale? J'en sais rien, j'espère le plus longtemps possible. Mais mes conditions physiques et morales me dicteront la voie à suivre. Merci. Pierre Papin, on était un petit peu inquiet avant ce dernier match de préparation. Pour votre cheville en particulier, il y a un petit problème de ce côté-là. Je crois qu'on peut être rassuré. Vous deviez jouer une mi-temps, vous avez joué 1 heure et tout a bien marché. Oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je crois qu'il me fallait du temps pour récupérer. Il fallait du temps pour que la cheville se cicatrise bien et je crois que maintenant c'est terminé. Vous êtes très rarement blessé, hein. Ça faisait très longtemps que vous ne l'aviez pas été. Mais oui, mais quand je suis blessé pour de bon, et longtemps. Enfin, maintenant, vous rassurez tout le monde donc.
Organisé ici en Suède, après Stockholm où nous nous trouvons, la délégation française va partir à côté de Malmö, à Lorena Scott, à Glumslo. Pascal Pro, et là vous êtes allé en reconnaissance. Oui, et elle peut remercier l'équipe de France, Henri-Émile, qui le premier a trouvé les hôtels. Et pour avoir vu les hôtels des Anglais et des Danois, on peut vous dire que l'équipe de France sera la mieux installée durant ce mois. Alors, voyage ici à Stockholm, mais surtout à Glumslo, à quelques kilomètres de Malmö, avec l'équipe de France. Ça sera une chambre de l'équipe de France. On ne sera pas encore acquis. Si l'équipe de France est à Stockholm jusqu'au match d'ouverture, elle déménage ensuite pour le sud du pays, à Malmö. Précisément, elle sera ici, à Glumslo, au bord de la Baltique, dans cet hôtel 4 étoiles du 19e siècle. Durant tout ce temps de leur séjour, les internationaux français ne rencontreront aucun autre client puisque l'hôtel leur a été entièrement réservé. L'homme qui a choisi Glumslo, le voici, Henri-Émile. Il assure en fait une fonction de superintendant de l'équipe de France. Il a tout organisé du voyage et a bouclé les dernières valises pour un poids record. En poids, il faut compter à peu près 3 tonnes de matériel, 3 tonnes et demie de matériel, avec le plus gros poids au niveau de l'eau, puisque nous avons 1500 bouteilles d'eau. Et après, c'est surtout les équipements sportifs, qui correspondent en gros à une vingtaine de jeux de maillots, une soixantaine de ballons, des mannequins, des construits foot pour pouvoir délimiter les terrains, enfin tout ce qui est donc pédagogique, je dirais, au niveau matériel, des cassettes vidéo, des livres, puis au niveau cuisine par rapport au Mexique, à la campagne mexicaine, nous n'amenons rien parce que dans ce pays où tout est cher, on trouve tout et en qualité. Chaque jour, juste avant le déjeuner, Michel Platini et ses joueurs accueilleront les journalistes. Il y a ainsi une centaine de représentants de la presse écrite française, 5 radios nationales et les chaînes de TV. Une organisation gérée par Philippe Tournon, l'homme de presse de la fédération. Si les joueurs ont généralement une petite réticence vis-à-vis de ce rendez-vous quotidien qui leur semble finalement un petit peu fastidieux, à la longue, on se rend compte, je ne dis pas qu'ils l'attendent avec impatience, il ne faut pas exagérer, mais ils sont contents. Ça vient un peu dans une journée un peu monotone, ça vient un peu comme de l'imprévu. Et quand j'arrive avec mes listes dans les chambres pour dire à Sauzé, ah, qui c'est qui me demande? Il y en a même, je crois, certains jours percevoir, ah bon, j'ai personne. Pas une petite frustration, pas un petit manque, mais enfin, c'est un petit jeu. Toujours aux aguets, l'inspecteur divisionnaire Jean-Louis Lamour assure la sécurité rapprochée du groupe France en compagnie de son collègue Michel Beaujouan. Désormais, il s'agit d'un travail de routine puisque les deux hommes travaillent avec les Français depuis l'Euro 84. En Suède, ils sont assistés d'une jeune inspectrice de la police suédoise qui ne quitte pas les Bleus durant 3 semaines. Malgré tout, la tâche est rude. Nous avons avant Michel Platini qui est un lève-tôt, qui se déjeune à 7 h tous les matins. Il faut qu'on soit donc sur le pied de guerre avant lui et qu'on soit donc également coucher les plus tard. Donc c'est une disponibilité totale pendant 24 heures sur 24. Pour être tout à fait complet, le staff médical est composé de 4 personnes, dont le docteur Pierre Roche-Congar, qui s'est vu renforcé du kiné de l'Olympique de Marseille, Jacques Bailly. Vous le voyez, tout est prévu, des bobos du corps jusqu'au temps du loisir, tout est prévu. Écoutez à ce propos l'histoire de Fagnon d'Henri-Émile. Il y a 2 Fagnons de préparer pour la demi-finale, car on ne sait pas si on est qualifié à Göteborg ou à Stockholm, et un Fagnon pour la finale, en espérant que l'on pourra s'en servir. Plus en vogue en équipe de France, Bruno Martini, les loisirs les plus courants. Lecture, vidéo? Oui, plutôt la lecture et la vidéo qui nous est souvent donnée. Par conséquent, on peut voir quelques films, mais moi je ne suis pas spécialiste, c'est plutôt Jean-Pierre Papin qui regarde. Mais pour ma part, moi je m'adonne plutôt à la lecture des quotidiens et puis un roman quand il peut me tomber sous la main. Vous avez les journaux français ici en Suède? Pour l'instant, non, je ne crois pas. Nous ne les avons pas reçus, mais je crois que ça viendra avec un petit peu de décalage. Très bien. Franck, vous avez entendu Philippe Tournon. Alors est-ce bien vrai que vous demandez qui est-ce qui a besoin de vous au niveau de la presse? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris à Philippe, mais je pense qu'il s'est trompé. Non, c'est vrai que je crois que ça coupe un peu la journée parce qu'être toujours dans les chambres, récupérer tout ça, c'est vrai que même à la limite c'est fatigant. Donc le fait de voir un peu du monde, ça nous change un peu. Donc on a compris qu'il aimait la presse. Vous êtes avec Daniel Gzerev, le concepteur d'un nouveau jeu qui s'appelle M-Foot et qui est disponible sur 3615 M-Foot, publicité gratuite. Donc vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Alors
Vraiment en 2 mots. non, disons que c'est un jeu qui regroupe un petit peu toutes les phases du jeu sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des pénaltys, il y a des hors-jeux, il y a des coups francs. Je crois qu'il y a une grande place à la tactique. Parfait. Après les loisirs et les jeux, on va revenir un petit peu aux choses sérieuses, au travail avec Gérard Rouillet. Gérard, votre rôle exact à l'entraînement, c'est quoi? Arbitre, a dit Basile Boli. Notamment arbitre. Non, c'est d'assurer la préparation de l'équipe à travers les entraînements. Et bon, donc on a eu à peu près 2 entraînements par jour jusque maintenant, et on a effectué ce matin pratiquement la dernière séance importante. Alors justement, on va voir vos 2 dernières séances ici. Ça, c'était hier. Hier, on a travaillé en 2 groupes. Un premier groupe composé en particulier de ceux qui avaient joué le match contre la Hollande, qui avaient eux un travail plus léger à base d'endurance et de, comme on voit ici, à base de course et d'étirements. Et puis le deuxième groupe, eh bien lui a surtout effectué des jeux pour compenser un petit peu l'absence de physique qu'il n'avait pas eu. Alors Thierry posait la question tout à l'heure de savoir si il fallait récupérer ou continuer à travailler. Là sur ces images, quel est l'emploi du temps exact? Là, regardez, ça ce sont des exercices physiques quand même. Donc ça c'est la dernière séance, c'est celle de ce matin où on a fait un peu de vitesse, quelques exercices devant le but et aussi un peu de jeu. Mais comme on vous l'a dit à 2 reprises, c'était la dernière séance importante. Maintenant c'est vrai qu'on va aller en pente douce vers le match. Voilà, un tir sur la barre et on va voir que Michel Platini, je crois, dans quelques secondes, participe aussi ballon au pied. Voilà, une très belle transversale qui fait très plaisir au sélectionneur national qui visiblement n'a pas réussi à obtenir ce qu'il attendait de ce coup de pied. Michel Platini, c'est une équipe, vous l'avez toujours dit, sympa que vous avez avec vous, belle équipe de chambreurs. Qu'est-ce qu'elle va faire cette équipe de chambreurs JC mercredi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va surtout récupérer, elle va surtout dormir, enfin j'espère. Hein, petit message personnel aux joueurs. Ah bah il y a des tentations en Suède. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de tentations dans l'hôtel, mais c'est couche-tard, ce sont des couche-tard. Vous êtes un lève-tôt, eux ce sont des couches-tard. Non mais c'est pas le problème, c'est que nous on savait après la 3e Coupe du Monde qu'il fallait se coucher beaucoup et récupérer un maximum. Bon, eux c'est leur première participation, je crois, sauf Jean-Pierre, Luis et Manu. Bon, la 2e, ça sera trop tard par rapport à la première, non? Oui, ça effectivement. Donc oui, tout à fait, j'allais vous le dire. Président Fournet-Fayard, l'Euro 92, c'est pratiquement demain. Vous vous attendez à quel genre de compétition? Un grand festival de football? Alors, je l'espère, oui. Je crois que les meilleures équipes vont se rencontrer et que ça devrait conduire à une compétition qui a d'ailleurs toujours été une excellente compétition, une compétition qui doit donner du bon spectacle. Vous faites partie, Président, de ceux qui disent qu'il est plus difficile d'obtenir une place pour un Euro que pour la Coupe du Monde? C'est évident, puisque une seule équipe se qualifie sur 5, avant, maintenant sur 6, alors que pour la Coupe du Monde, 2 équipes sont qualifiées. Et réellement, d'ailleurs, c'est une des grandes questions qu'on se pose actuellement. Faut-il, pour ce championnat d'Europe, continuer à 8 ou augmenter? Personnellement, je crois qu'il faut continuer à 8 parce que réellement, la tenue et tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, depuis au moins 84, eh bien, c'est de haut niveau. On va laisser passer une page de publicité et on retrouve Michel Platini. L'équipe de France. Nous allons maintenant passer en revue les futurs adversaires des joueurs qui se trouvent avec nous aujourd'hui. Marianne Macon, on va commencer par la Suède, qui est une équipe sur laquelle on a peu de références avec la France, d'autant que cette équipe de Suède, elle a été qualifiée d'office pour la compétition en tant qu'organisateur. Oui, la dernière référence contre la Suède est lointaine puisque c'est le fameux match de Malmö, le match gagné 4-2 par l'équipe de France et qui marquait évidemment les débuts de Michel Platini. Depuis, eh bien, l'entraîneur a bien des soucis parce qu'en 1 an et demi, le nouvel entraîneur Svensson n'a pas vu beaucoup ses joueurs et surtout ces joueurs, il n'a pas pu les réunir tous ensemble une seule fois. Aucun n'a participé à tous les matchs parce que la plupart jouent à l'étranger et ceux qui vivent dans le pays, qui jouent dans le pays, eh bien eux sont à mi-championnat en ce moment. Ils ont le championnat le plus court du monde. Ils jouent d'avril à novembre seulement. Je vous propose de découvrir à la fois le pays et l'équipe de Suède. On fait du neuf avec du vieux en attendant le match d'ouverture. Dernière touche de maquillage dans le stade de Stockholm, plus précisément de Solna, dans la banlieue de la capitale. Un vieux stade de 27 000 places coincé entre les pâtés de maison. Petit, mais la Suède ne possède pas de très grandes enceintes. Göteborg détient le record avec 37 000, la finale s'y jouera.
L'équipe de France aura l'honneur de débuter la compétition sur le terrain où le Brésil avait remporté la Coupe du Monde en 58. On y achète ce qu'il reste de billets pour l'Euro, tout est presque vendu. Elles sont chères les places? La moins chère elle est à 330 couronnes et la plus chère à 520 couronnes. C'est à peu près l'équivalent en francs. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui vivent en Suède? Il y en a pas mal, oui. On les voit pas tous, mais là pendant l'été on les voit surtout dans les terrains, en terrain de boule parce qu'il y a pas mal de boulistes qui profitent du soleil. Dans Stockholm, pas de nombreux signes avant-coureurs de l'événement. Quelques vitrines pavoisantes, mais pour l'heure, l'intérêt des Suédois est ailleurs. Il fait 27 degrés et grand beau temps depuis le mois de mai, record de chaleur battu pour la capitale. Les Suédois sont trop privés de soleil et le reste de l'année pour ne pas le rechercher. Stockholm s'étend sur 14 îles au bord de la mer et il y a tellement de lacs dans le pays qu'un Suédois sur 7 possède son bateau. La ville est très aérée par de grands parcs qui constituent autant de plages et le soleil abonde. Il se couche vers 22 h sans disparaître complètement et rejaillit vers 2 h du matin, un spectacle surprenant. Les Suédois sont particulièrement sportifs et amoureux de la nature. L'hiver, tout le pays peut se traverser en ski de fond, ça se pratique en famille. L'été, les vélos réapparaissent. Cette semaine, les nuits ont été bruyantes. Les jeunes viennent d'obtenir leur diplôme et le célèbrent par diverses parades. Jeudi, nous avons quitté Stockholm, capitale sans pollution, enfin presque, pour retrouver en pleine campagne, à une centaine de kilomètres au nord, l'équipe de Suède en stage. La campagne suédoise est accessible sans limite, il existe un droit tacite de passage pour tous, partout, le respect d'autrui prédomine ici. Nous voici à Gimo. Ce soir-là, l'équipe de Suède rencontre l'équipe de Suède. Le 11 type contre les remplaçants. Soudain, on se croirait au Parc des Princes pour un match du PSG. Un constat, le Suédois intériorise. Bon allez, ça va, on passe au foot. 20 Suédois renforcés plus 2 locaux débutent un match sans risque. L'occasion tout de même de découvrir l'homme en forme du moment, Dahlin, 24 ans, d'origine vénézuélienne et joueur de Mönchengladbach. Il changera de côté à la mi-temps et marquera encore, c'est l'outsider au poste d'attaquant. L'autre double buteur du soir se rappelle à notre bon souvenir, Johnny Ekström, l'ex-canois. Après un parcours insignifiant en Italie et au Bayern, il revit à Göteborg, son club d'origine. Il est actuellement meilleur buteur du championnat. Victoire à l'arrivée de l'équipe réserve, pas très significatif. Pas de pression le lendemain, peu de supporters, peu de journalistes et chez les joueurs, la même modestie. On n'a rien à perdre mercredi prochain. Si on prend 1 ou 2 points, c'est bon, et dans le cas contraire, personne ne nous dira rien. Brolin, le surdoué, à 22 ans, il brille à Parme, vainqueur de la Coupe d'Italie et finaliste du championnat du monde espoir. Même discours raisonnable chez le gardien aux 88 sélections, le record suédois. La Suède est un petit pays, nous ne sommes que 8 millions d'habitants, c'est l'équivalent de Londres. Le choix pour trouver des footballeurs est vraiment limité. Phénomène récent, le hockey prend ici le pas sur le football. Ils ont plus de spectateurs au match, mais il y a plus de footballeurs que de hockeyeurs en Suède. Cela dit, l'intérêt est plus grand pour le hockey que pour le foot ici. Depuis son catastrophique mondial italien, l'entraîneur Nordin a été limogé et remplacé par Tommy Svensson, un adepte du football français. Il désapprend à la sélection son style anglais. Le football français est technique, offensif, attrayant. Les spectateurs se font plaisir, moi aussi. J'aime que mes joueurs jouent de cette façon. Avec 11 des 20 joueurs évoluant à l'étranger, l'équipe a très souvent été modifiée en 1 an et demi. Elle a abandonné le rigoureux 4-4-2 pour un 3-5-2. Nous avons des joueurs très talentueux au milieu de terrain. Je crois que nous pouvons contrer la France sur des tacles. Mais nous ne pourrons jamais les battre sur un plan technique. Fin d'entraînement, Svensson discute longuement tactique avec son milieu de stars, Brolin, Tern, Schwarz, Limpar. Devant, on trouve Ingelsson et Andersson. Puis, vendredi midi, les joueurs plient bagages car ils partent en week-end. Si, chez eux. Nous avons peut-être une mentalité différente en Suède. Nous pouvons faire ça sans problème. Ils se retrouveront lundi à 2 jours du match. Michel Platini, lors du tirage au sort de cet Euro 92, lorsque vous avez appris que la France jouerait le match d'ouverture contre la Suède,
à Stockholm, vous avez dit super. Vous le pensez toujours? Tout à fait, oui. Je crois que c'est un grand honneur pour nous et pour notre football et pour la France de faire le match d'ouverture. Je pense qu'il y aura peut-être une centaine de télévisions qui retransmettront le match en direct dans le monde entier. Je crois que c'est bien pour notre crédit, c'est bien pour notre image. Si en plus on le gagne, c'est fabuleux. Mais je crois que c'est un grand plaisir pour nous. On n'a jamais fait un match d'ouverture, je crois, dans l'histoire du football mondial. Bon, on est content de le faire. Et donc ce match contre la Suède conditionnera toute la suite de la compétition? Oui, je crois que ça conditionnera toute la suite. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ici, on vient avec plaisir, avec entrain, avec joie pour faire le meilleur championnat d'Europe. On n'a pas la pression d'une défaite, et pas du tout. Je crois qu'on donnera le maximum, les joueurs donneront le maximum. Je sais qu'ils joueront à 100% de nos qualités et il faudra que les autres soient plus forts que nous pour nous battre. Ça, je le sais. Laurent Blanc, visiblement, on a beaucoup parlé du rôle de libéraux et la conception de Michel Platini vous convient mieux que celle qu'ont les Italiens et notamment les dirigeants de Naples. Oui, tout à fait. Je crois que de toute façon, c'est le déroulement de la partie qui dicte un petit peu le rôle de chacun, et en particulier le rôle de libéraux. Laurent, vous n'êtes pas trop troublé par ce qui se passe autour de vous actuellement? Non, pas du tout, parce que je crois qu'il y a des joueurs professionnels qui sont dans des situations bien plus difficiles que la mienne. Adversaire de la France que nous allons découvrir maintenant, c'est dans ce groupe 1 qualificatif pour les demi-finales, c'est le Danemark. Jean Fournet-Fayard, le Danemark a bénéficié de l'élimination politique de la Yougoslavie. C'était une décision logique et indispensable selon vous? Alors je crois qu'au moment où la décision a été finalement prise, il n'y avait plus de logique. Puisque je rappelle que le football et le sport en général, le football en particulier, sont des moyen de resserrer l'amitié, de créer la solidarité. Et à ce titre-là, le football devait faire en sorte que la Yougoslavie dispute la compétition qu'elle avait acquise, pour laquelle elle avait acquis sa qualification. Mais à partir du moment où il y a un embargo qui est décidé, il ne reste plus qu'au football à se plier aux décisions qui viennent de plus haut. Ceci étant, j'ai quand même un petit regret en ce qui me concerne, sur le plan sportif seulement. Très bien. Enfin, à l'arrivée, c'est donc le Danemark qui va disputer les premiers matchs de qualificatifs pour les demi-finales. Pascal Pro, les Danois, visiblement, sont prêts, même s'ils ont été, bien entendu, prévenus au dernier moment. Oui, les joueurs qui, effectivement, jouent à l'étranger pouvaient peut-être se préparer à ce championnat d'Europe. En revanche, les joueurs qui jouent ici, au Danemark, à l'intérieur, vont avoir beaucoup de mal, puisque le championnat n'est pas terminé. Ils joueront demain, lundi soir, la dernière journée du championnat de Danemark. Et ils auront ensuite 3 jours avant la rencontre Danemark-Angleterre. Non à Maastricht, oui à l'Euro 92. Les Danois, dans la même semaine, ont rejeté l'Europe politique, mais accepté celle du football après l'exclusion de la Yougoslavie. Mercredi soir à Copenhague, John Sivbeck, le défenseur de l'AS Monaco, titulaire de la sélection danoise, a donc retrouvé Arsène Wenger, son entraîneur, venu en espion pour Michel Platini. On a une équipe très collective, qui a très peu d'individualistes, si vous voulez. Il y a Laudrup, heureusement il est revenu parce que c'est très important pour notre équipe. Le Laudrup dont parle Sivbeck n'est pas Michael, le joueur de Barcelone, mais Brian, l'attaquant du Bayern de Munich. Une forte colonie a d'ailleurs immigré un peu partout en Europe. Il y a ainsi Peter Schmeichel, le gardien de Manchester United, Johnny Molby, le milieu de terrain de Nantes, Lars Olsen, le capitaine défenseur de Trabzonspor, ou encore Paulsen de Dortmund. Et avec le numéro 15, Bent Christensen, l'attaquant de Schalke 04. Mercredi soir, face à la CEI, le Danemark, à court de préparation, a néanmoins prouvé de bonnes possibilités dans le domaine offensif. 1-0 après cette colossale erreur russe dont a bénéficié Christensen. Müller-Nielsen peut être satisfait. Encore une occasion danoise, toujours en première période. Et toujours Christensen. Tout cela sous les yeux de Wenger, lequel n'a pas lâché son crayon durant toute cette première mi-temps. Je pense qu'elle a montré qu'elle pouvait être très dangereuse offensivement, surtout sur les infiltrations de Laudrup et les démarquages de Ben Christensen. Donc en gros, je dirais une équipe capable de créer le danger en face. On a vu beaucoup d'actions dangereuses de la part du Danemark, mais aussi vulnérables derrière, surtout dans les 1 contre 1, où ils m'ont semblé assez empruntés et lourds dans l'axe. Müller-Nielsen rivalise avec Giroud et illustration de ce que nous a dit Arsène Wenger avec cette égalisation de la CEI en tout début de deuxième période. Un axe central un peu emprunté, Kolianov est plus inspiré, 1 but partout. Ce sera le score final. Il reste 4 jours aux Danois pour se préparer
Et Peter Schmeichel retrouvera jeudi soir à Malmö ses habituels partenaires ou adversaires du championnat anglais. Ce sera Danemark-Angleterre. Michel Platini, Danemark à la place de Yougoslavie, vous avez l'impression de gagner au change ou plutôt le contraire? La Yougoslavie au complet était plus fort que le Danemark. La Yougoslavie pas au complet, peut-être aussi bonne que le Danemark. Et quelle équipe du Danemark attendez-vous? Je ne sais pas, je ne les connais pas, dans la mesure où ils ont été intégrés récemment. On a le rapport d'Arsène Wenger. En plus, on joue contre le 3e match, donc j'aurai l'occasion de me déplacer à travers la Suède pour voir le Danemark jouer contre l'Angleterre et la Suède. Alors dimanche prochain, Michel, c'est l'Angleterre que vous allez retrouver. Ce sera en direct sur TF1. L'équipe d'Angleterre a disputé un match amical face à la Finlande la semaine dernière. L'occasion pour Christian Jean-Pierre de nous montrer à quoi ressemble cette équipe d'Angleterre version 92. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre aujourd'hui remaniée reste l'adversaire principal de la France dans le groupe 1. Les joueurs ont changé mais l'esprit demeure. Les Britanniques ne brillent pas mais ils ne perdent pas non plus. Exemple, il y a 3 semaines face au Brésil, l'Angleterre pourtant dominée de la tête et des épaules obtient un match nul grâce à ce but de l'attaquant de Barry, David Platt. Quel que soit le match, l'enjeu, les Anglais jouent pour gagner. Nous l'avons encore vérifié mercredi contre la Finlande en amical. Lineker, Woods, Steven, Barnes, Platt, autant de joueurs qui symbolisent le réalisme britannique. Malheureusement pour l'Angleterre, Barnes sera sans doute absent de l'Euro 92. Mercredi, une vieille blessure au talon d'Achille l'a contraint à quitter le terrain. Je ne sais pas si c'est grave. Barnes voulait jouer tout le match. À mon avis, l'Euro 92 est pour lui compromis. À Helsinki, la Finlande fait douter en début de match les Anglais. Une contre-attaque finlandaise. Steven revient comme une fusée pour tacler. Lindman, penalty selon M. Larsson, transformé par Elsme. Il n'est pas dans la sélection. Graham Taylor avait l'air de ne pas savoir exactement. Non, absolument pas. Je crois qu'il doit avoir ses raisons personnelles. Maintenant, je crois qu'il est libre de faire ce qu'il veut. C'est lui qui a renoncé, donc a priori. J'en sais rien. Je ne sais pas plus que vous. Apparemment, d'après ce que dit Taylor, oui, certainement. Et en ce qui concerne Steven, vous étiez également avec lui à l'OM, bien sûr. Vous avez parlé un petit peu avec lui de l'Euro. Vous avez donné rendez-vous? Oui, on s'est branché, bien sûr. C'est la moindre des choses. On s'est donné rendez-vous déjà à Malmö et puis plus loin, on l'espère. En finale, quoi. Eric, pendant cet Euro, vous allez rencontrer des joueurs que vous avez l'habitude de rencontrer en championnat. Est-ce que c'est pour vous une motivation supplémentaire? Non, pas vraiment. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible, de passer au-dessus de toutes les équipes qui nous seront opposées, et l'Angleterre comme les autres. Alors vous avez pu juger le football anglais depuis que vous avez signé à Leeds. Est-ce que vous avez une méthode un petit peu pour contrarier? Est-ce que vous connaissez la façon de gêner les Anglais? Non, pas vraiment. On a essayé un système de jeu à Wembley, ça ne nous a pas trop réussi. Bon, les Anglais ne brillent pas trop, comme disait dans le reportage. Mais ils ont beaucoup de réalisme, et ils arrivent à gagner leur match sans trop briller. Mais je sais pas, quoi. On va essayer de faire le maximum pour gagner, toujours. Une chose est sûre, vous retrouverez Basil Boli Lineker sur votre chemin. Gary Lineker, l'avant-centre en forme de l'équipe d'Angleterre, ça ne nous empêche pas de dormir, j'imagine? Surtout pas, parce que bon, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. On n'a pas encore vu l'équipe anglaise comme... De toute façon, si j'ai un Lineker, si j'ai un autre, c'est pareil, alors je ne vais pas me faire de soucis. Est-ce que vous vous préparez spécialement en fonction des adversaires? Est-ce que vous étudiez un petit peu leur jeu? Pas spécialement, dans la mesure où on a toujours en face des attaquants de grande qualité, alors on n'a pas besoin de se mettre martel en tête. Je crois que bon, le plus important, c'est de donner le maximum, c'est tout. Voilà, nous allons passer maintenant à l'autre groupe composé des Pays-Bas, de l'Écosse, de la CEI et de l'Allemagne. Un groupe, Michel Platini, dont on espère que vous rencontrerez. On parle d'une bonne assise défensive pour réussir quelque chose de performant dans une compétition. Or, vous n'êtes pas inquiet des buts que l'équipe de France a encaissés régulièrement? Est-ce que vous savez depuis quand vous n'avez pas encaissé de but avec l'équipe de France? Koweït peut-être, non? Non, c'était contre l'Albanie. Alors ça ne vous inquiète pas trop d'avoir encaissé quelques buts même au cours de ces derniers matchs? C'est sûr, on a toujours pris des buts, mais bon, on a toujours marqué de plus que les autres, donc c'est toujours positif. Non, c'est vrai que
faudra essayer de ne pas en prendre, quoi. Et on a fait quelques réglages jusqu'au dernier match, mais ça n'a pas empêché, on a pris un quand même, malgré le bon match qu'on a fait. Mais si on en marque un de plus, on gagnera. La question que posait Jean-Michel Larquet était très bonne. Quel est votre favori à vous, Didier Deschamps, pour l'Euro et puis pour l'autre groupe également? Je crois que c'est vrai, l'Allemagne est très bien placée. Et puis les Pays-Bas, je crois qu'on en a eu la preuve vendredi. Je crois qu'ils ont une équipe très forte, avec une maîtrise technique individuelle et collective qui est au-dessus de la moyenne. Donc je pense que ces deux équipes-là vont très certainement se retrouver en demi-finale. Pas l'équipe de France, si vous la voyez bien, l'équipe de France forcément, en finale, gagner? On est là pour ça. Je crois qu'on a fait un très bon parcours de qualification et on est venu ici en Suède pour aller au moins en demi-finale. Je crois qu'on n'a pas envie de rentrer au bout de 10 jours. Alors à partir de là, on va tous faire ce qu'il faut pour y aller et pourquoi pas en finale. Louis, vous êtes un petit peu la conscience de cette équipe avec les anciens. Manu, Jean-Pierre. Alors, vous qui avez l'habitude des grands rendez-vous, des grandes compétitions, comment vous sentez cette équipe de France? Je la sens bien, elle est hyper motivée. Bon, je pense qu'on est là pour essayer de réussir un grand truc. Tout le monde a une grande détermination, même s'ils essayent un peu de me déconcentrer là. Mais je me sens bien, on se sent tous bien et on a envie de faire quelque chose. Est-ce que vous qui suivez le football international, et notamment, on le sait, le football espagnol, est-ce que vous pensez que dans ce tournoi, il y aura des révélations au niveau des joueurs? Il faut le souhaiter. Je pense qu'il y en a certains parmi nous qui peuvent se révéler, qui peuvent démontrer qu'ils ont de bonnes qualités. Vous savez, avec l'apport d'Eric qui joue dans le football anglais et celui de Laurent Blanc, le footballeur français a prouvé qu'il avait sa place. Bon, arrête un peu de tes conneries là. Arrêtez, non Voilà, on va voir maintenant que le programme est chargé cette semaine pour cet Euro 92 qui va débuter donc mercredi avec Suède-France. Nous allons voir le tableau des différents matchs. Voilà, Suède-France, c'est mercredi. Jeudi, Danemark-Angleterre, ce sera sur TF1. Prise d'antenne à 20h, coup d'envoi à 20h15. Vendredi, Pays-Bas-Écosse. Vendredi également, CEI-Allemagne, ce sera sur TF1. Prise d'antenne à 20h, coup d'envoi à 20h15. Et puis dimanche, France-Angleterre sur TF1 en direct. Prise d'antenne à 17h, coup d'envoi à 17h15. De ce téléfoot, Michel Platini, tout a l'air de baigner dans l'huile. On vous sent à la fois confiant, serein, et je pense qu'avec ce groupe, vous pouvez encore écrire une belle page, une de plus. Oui, on peut. Je crois que notre but, c'est d'être à 100% de nos possibilités, de jouer à 100%, de ne pas avoir de regrets après la compétition. Je leur dis souvent aux joueurs que de toute façon, ça va jouer en 10 jours ou en 15 jours. Puis après, peut-être qu'on ne se qualifiera plus jamais pour un championnat d'Europe, enfin du moins cette génération-là, parce que c'est que dans 4 ans. Alors je crois qu'il faut jouer le coup à fond et ne pas avoir peur de tenter plein de choses, et de s'exploser, de s'éclater complètement pendant la compétition. Vous pensez, Président Fournet-Fayard, que l'équipe de France 92 peut prendre la suite de l'équipe de France 84? Ça serait fantastique. Ce serait fantastique et je crois que tous les Français le souhaiteraient. Ceci étant, Michel vient de le rappeler, c'est vrai, une compétition est ce qu'elle est. Et on sait très bien qu'un match de football, quelquefois, se joue sur un tir à l'intérieur ou un tir à l'extérieur. Et que le football, et c'est un de ses charmes, eh bien, est imprévisible. Je crois que Frédéric Jaillant voudrait intervenir. Il me revient à l'idée le record des buts en championnat d'Europe. Vous le connaissez bien sûr. Qui est-ce qui a marqué le plus de buts dans une phase finale de championnat d'Europe, Jean-Pierre? Je crois que c'est Michel, non? Michel, avec combien? 9 buts. Alors combien vous allez remarquer? C'est un de vos objectifs de battre ce record? Non, absolument pas. Absolument pas. Je crois que ce sera d'abord un travail collectif si on joue bien comme on l'a fait pendant les qualifications. Et peu importe qui marque, on sera champion d'Europe et puis on aura bien gagné normalement. Christian Pérez, vous faites partie de ceux qui ne sont pas sûrs de jouer. On ne sait évidemment pas ce qui va se passer dans la quinzaine à venir. Comment vous vivez cette situation? Comment vous préparez-vous par rapport aux titulaires, aux vrais titulaires entre guillemets? De toute manière, on est tous là pour aller dans le même endroit, le plus loin possible dans cette phase finale. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr de jouer, mais de toute manière, je prends un plaisir à être ici et il y a des places beaucoup plus difficiles que la mienne. Voilà, de toute façon, Michel Platini a décidé, en ce qui concerne Jean-Pierre Papin, de le sortir à partir du moment où il aurait marqué 8 buts pour être tout à fait tranquille en ce qui concerne son record. Michel Platini, nous allons maintenant vous laisser vous préparer en paix, tranquillement, toute sérénité. Non sans vous avoir remercié de nous avoir accueillis si gentiment. Merci beaucoup. Vous allez retrouver, pour ce qui vous concerne, téléspectateurs de TF1, nos envoyés spéciaux dans tous les journaux
télévisé pendant toute la semaine et pendant tout cet Euro 92. Et puis jeudi, ce sera Danemark-Angleterre en direct sur TF1, commenté par Tonton Thierry et Jean-Michel Larquet. Bonne fin de soirée sur TF1. Et pour nous quitter, la chorale des petits chanteurs de l'équipe de France va nous interpréter maintenant la chanson bien connue intitulée, et qui est en tête du top 50 actuellement, Tout à fait Thierry. 3, 4. Tout à fait Thierry, 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 tout à fait. Voilà, musique. L'Euro 92. Avec les cassettes vidéo Philips, la technologie Philips, le spectacle des grands événements. C'était Téléfoot.